On est avec Pierre-Olivier Ferry, Quentin Duboc et Sébastien Rioux et on parle du gaspillage alimentaire. On est tous très pressés à dire que l'épicerie coûte donc vraiment cher. Et pourtant, on est au Canada un des champions, toute catégorie, du gaspillage alimentaire. On en parle aujourd'hui avec trois des invités qu'on a avec nous. J'aimerais savoir, pour commencer, quel est ton rapport au gaspillage alimentaire ou à l'alimentation en général? Comment tu l'abordes dans ta vie? Ben moi, je suis quelqu'un qui tente vers l'autonomie alimentaire. OK. Donc, j'ai mon jardin, ma serre. Donc, il y a risque de surproduction ou comment je gère ma nourriture que j'ai cueillie rendue à l'automne. Donc, l'entreposage, puis tout ça, c'est la transformation, c'est tout. Ouais, on sent que ça fait partie littéralement de tes questions quotidiennes. Ouais. Comment est-ce que tu vas pouvoir gérer ton inventaire? Ouais. Intéressant. De ton côté? Dans mon cas, je suis bénévole pour le collectif Lèche Babine, qui récupère, c'est un collectif majoritairement étudiant, basé à Lucar, qui récupère une partie des denrées que Moisson Rimouski récupère auprès des épiceries et d'autres commerces. OK. Nous, ce qu'on récupère, c'est une partie qui risque d'être jetée même par la suite. Ah ouais, hein? Et qu'ensuite, on distribue à Lucar. Et on a des frigos, on a un frigo à Lucar, puis on donne aussi une petite partie au frigo qui est basé à la bibliothèque l'hiver, puis au marché de Rimouski l'été. Ce qui veut dire que même dans ce contexte-là, où est-ce que la nourriture est le point focal de l'organisation, où est-ce qu'on essaye le plus possible de donner à une clientèle vulnérable, il y a possibilité d'échec finalement, puis qu'on n'arrive pas à utiliser les denrées qui sont disponibles. Ben, c'est qu'ils reçoivent tellement de stock OK, intéressant, ouais. qu'ils n'ont pas le choix d'essayer toutes sortes de moyens en fait, pour écouler la fin du stock, de ce dont les personnes inscrites à Moisson Rimouski ne veulent pas. OK. Enfin, ou n'ont pas... parce que c'est les denrées qui ne sont pas choisies. Et de ton côté, mon cher? Ben, la nourriture est pas mal dans plusieurs facettes de ma vie. Ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Donc, un peu chef cuisinier. Ouais, t'es célèbre. Je transforme beaucoup, mais je travaille beaucoup avec les restaurateurs aussi. Puis, la perte alimentaire ou le gaspillage alimentaire ne peut pas exister dans un principe de restauration, sinon ça s'appelle la faillite. Parce qu'une industrie où on est à 2 % de profit avant impôt, si on gaspille, on se retrouve à être dans le négatif. Donc, il y a beaucoup de choses. J'utilise des très bons produits. J'essaie d'utiliser les meilleurs produits disponibles, mais ça me fait les meilleures tailles. Puis j'essaie de les travailler. C'est un peu un moyen de pouvoir rendre la nourriture que je fais maintenant une nourriture de mardi soir ou de mercredi soir et non plus quelque chose de gastronomique puis éclaté. Mais donc ça passe par là, être imaginatif puis trouver quoi faire avec des parties qui normalement iraient à la poubelle qu'on peut valoriser. Je pense que le point qui vous rejoint tous, c'est l'espèce de course contre la montre, en fait, parce que au final, les aliments, c'est périssable. C'est ça qui arrive. Puis là, je trouve en particulier, dans ton cas, dans le fond, tu l'as bien illustré tantôt, tu sais, un moment donné, la production, c'est ce que ça fait. Là. Ouais. Un moment donné, c'est le temps des récoltes. C'est comme un beau problème, finalement, mais comment tu gères l'évolution puis le calendrier de... Ben, je pense que le calendrier est le mot-clé, là, c'est d'avoir une production planifiée. Les premières années, c'est soit on en fait pas assez, soit on en fait trop. Donc, il y a des tests, il y a des essais-erreurs à faire. Dépendamment de ce qu'on mange aussi, on peut penser faire une certaine variété de courges, puis que finalement, on ne l'aimera pas, puis on n'en mangera pas autant. Donc, c'est sûr que c'est pas évitable à 100%, mais lorsqu'on a une bonne stratégie, autant de transformation une fois qu'on a fait la récolte que d'entreposage, avoir sur un caveau, une chambre froide, la congélation, le séchage aussi, la déshydratation, je veux dire, c'est toutes des choses qu'on va planifier. À la limite,
avant de semer, là, tu sais, on va vraiment préparer ce qu'on veut avoir, ce qu'on sait qu'on aime déjà, qu'on mange, parce que souvent, il y a des gens qui vont essayer de planter des choses, vous dire, ah, cette année, je vais essayer telle chose, mais et c'est de bonne foi, là, puis moi aussi, je en fais des tests, mais il faut y aller parcimonieusement avec des petites quantités, là. Est-ce que tu as l'impression que l'autonomie alimentaire, déjà, est-ce que c'est possible à 100% dans un endroit polaire comme le Québec? Puis est-ce que tu y arrives? Non, j'y arrive pas à 100%, puis c'est pas un objectif non plus d'être à 100%. OK. Je pense que d'acheter local, régional fait partie aussi de ma façon de faire. Puis l'achat local de nourriture aussi aide à réduire ce gaspillage-là. Là. S'il y a moins de transport dans cette nourriture-là, ben La chaîne est moins longue. la chaîne est moins longue, il y a moins de risques de perte dans le chemin parce que la route est longue. Donc, c'est énormément de planification, mais une fois qu'on a rentré dans cette routine-là de le faire, année après année, ça devient facile. On sait ce qu'on a besoin, on sait ce qu'on n'a pas besoin, on sait ce qu'on veut. Puis on sait la portion qu'on veut garder pour les essais. Est-ce que tu manges des légumes racines toute l'année, sauf en juillet? Non, mais mon but n'est pas non plus, comme je disais, d'avoir 100% d'autonomie alimentaire. Là. Je veux dire, on est quand même en 2023. Je pense d'avoir un pourcentage, c'est déjà mieux. Si tout le monde avait, je pense aussi, si tout le monde avait une certaine sensibilité avec ce que ça implique de faire pousser un légume ou un fruit ou de l'alimentation générale, on y ferait pas mal plus attention lorsque vient le temps de l'entreposer ou de le conserver ou de le transformer puis de le manger parce qu'on sait tout le temps et l'énergie qui a été mis là-dedans, l'eau, le pétrole, etc., tu sais, qui a été mis. Donc, c'est un apprentissage à faire puis beaucoup de sensibilisation à faire. Il a abordé des techniques, puis je te lancerai là-dessus là, rapidement. Tu sais, il a parlé, entre autres, de déshydratation, de séchage. Je pense qu'il y a beaucoup d'humains qui pensent que c'est pas à la portée de tout le monde, et pourtant... Ben c'est un peu un problème avec le manque de littératie culinaire. OK. Je reprends un peu l'idée, mais tu sais, il y a cette planification-là à faire à l'avance. Donc, ça prend des connaissances de base qui, malheureusement, on a un peu perdu. À l'époque où il n'y en avait pas de supermarché puis qu'on produisait, bon, on était en autonomie alimentaire, puis il y a eu plusieurs générations qui ont vécu sans épicerie au Québec. Donc, est-ce que c'est possible d'avoir une autonomie alimentaire? Oui, c'est possible. Maintenant, on a perdu cette expertise-là, puis c'est normal. On avait une ferme, on avait un porc, bon, on le cuisinait de A à Z, mais tu le faisais à toutes les années, à tous les automnes. Bien, quand tu étais rendu à l'âge d'avoir ton propre porc, bien, tu savais comment le faire parce que tu l'avais fait toute ton enfance, puis c'était peut-être pas le meilleur moment de ton année, mais tu le savais. Tu sais, je crois que ça passerait, entre autres, la diminution du gaspillage alimentaire passerait par des meilleures connaissances en cuisine qui pourraient être intégrées dans un cursus scolaire. De compter via de la nourriture. Tout le monde a un budget à faire. On en mangeait 3 fois par jour. Oui, il y a l'impact environnemental avec le gaspillage alimentaire. Il y a l'aspect économique avec ça aussi. Mais il y a aussi l'aspect santé. Mieux cuisiner, c'est des économies énormes pour une société. Donc, il y a peut-être ce côté-là. Puis quand on est plus habile en cuisine, bien, la cuisine part de la planification, comment on va planifier nos repas dans notre semaine, comment on va planifier les restants, ils vont être travaillés de quelle façon, comment on va conserver. On est en pleine période, qu'est-ce que je congèle? Parce que le congélateur, il va falloir arrêter de le prendre comme un ennemi puis de dire que c'est moins bon. C'est notre meilleur ami pour conserver facilement, rapidement de la nourriture, puis avec, oui, on va avoir des trucs dans la texture, mais le goût va rester impeccable. Il y a la lactofermentation qui peut se faire. Après ça, déshydrater. Déshydrater, c'est assez simple. On le met là-dedans, puis on l'oublie quelques jours si on... Dans votre cas, c'est un peu particulier parce qu'on est dans un autre type d'alimentation. Bien, pas vraiment, finalement. Je suis en train de me dire, on a l'idée que vous recevez, bien, que Moisson reçoit des canages. Mais ça, c'est pas que ça, finalement. Non, du tout. Moisson reçoit de tout, vraiment de tout. Beaucoup de pain, de muffins, bagels aussi, qui viennent par exemple du Tim Hortons, des pains Subway, mais aussi des légumes, de la viande, des fromages. Des fois, on a des caisses d'œufs,
complète, plusieurs caisses. Puis en plus, nous, on reçoit vraiment ce qui reste à la fin. Donc, j'ose pas imaginer la quantité de denrées, de bonnes denrées qu'ils reçoivent des épiceries. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui ont des besoins, qui n'ont pas les moyens de faire des épiceries complètes, puis qui ont besoin de ces denrées-là pour cuisiner un minimum, puis se nourrir. On a beaucoup de personnes, en environ 40% des étudiants et étudiantes qui sont en risque de manquer d'argent pour 40%? Ça, c'est les statistiques qui datent de 2016. Ah, ouais. On On peut s'imaginer que maintenant, c'est peut-être avec l'inflation et le coût de la vie. C'est ça, ça commence à être compliqué. Hein. Un étudiant, une étudiante qui travaille 20 heures semaine, ce qui est déjà pas mal avec l'étude à temps plein, salaire minimum, gagne environ du coup 1200 piastres par mois. Quand on enlève le loyer qui est d'environ 400 piastres, les frais scolarité qui reviennent à 400-450 par mois, il reste un peu plus de 300 piastres pour tout le reste, dont se nourrir. Ce qui est un peu difficile quand même. C'est complètement... C'est très difficile, là. Je veux dire, sortir de l'épicerie avec une facture en bas de 200 là, c'est pas... Par mois, non, c'est ça. Ça devient compliqué. Puis on se rajoute après tous les dépenses à côté. Là. Mais c'est intéressant parce que il y a un phénomène collectif, je dirais, pour éviter de faire du gaspillage alimentaire. C'est-à-dire que, évidemment, on a tous à se nourrir, mais en partageant certaines ressources et certains savoir-faire, on peut arriver à tirer notre épingle du jeu, non seulement pour éviter le gaspillage, comme je disais, mais aussi peut-être pour améliorer finalement son alimentation de façon générale. Moi, je trouve qu'on est rendu vraiment gâtés. La pomme, là, à l'épicerie, là, qui a une petite poque dessus, là, le monde, non, trop magané. Moi, je veux pas forcer personne à manger de quoi qu'ils veulent pas manger, là, tu sais. Si t'as plus faim, je comprends. Si tu peux acheter, soit tu peux mettre dans le compost, ou soit tu peux faire comme moi. Moi, je me suis acheté un cochon. Il s'appelle Wilbert. Puis lui, il va manger n'importe quoi ce que tu veux pas manger. Là. Si tu dis « Ah, non, j'ai trop de manger. » là, donne-le un cochon. Eux autres, là, ils aiment ça manger. C'est comme la caractéristique principale de leur identité. Une autre bonne solution, si tu vis en ville et tu peux pas avoir un cochon, c'est avoir des colocs. Eux autres, là, n'importe quoi, si tu dis « je veux pas le manger », ils vont le manger. Ils sont pauvres, c'est pour ça qu'ils vivent en coloc. Fait qu'eux autres, ils vont manger ton manger que tu veux pas manger. « Ah, je peux pas finir ma lasagne. Tiens, merci, tu comprends? Il y a 2 secondes, j'avais pas de lasagne. Maintenant, je possède un morceau de lasagne. » Ça, c'est comment qu'on peut arrêter. Premièrement, la faim dans le monde. Deuxièmement, le gaspillage. Les affaires que tu peux pas manger, tu les donnes à quelqu'un qui va les manger. Quand tu le regardes de même, là, ça semble pas mal plus simple. Nous autres, on se cassait la tête. Qu'est-ce qu'on fait avec le manger? Qu'est-ce qu'on fait avec le manger? Donne-le à quelqu'un qui a besoin d'un manger. Allô? Souvent, là, c'est drette là la solution, puis le monde, là, sont comme « Eh oui, oui, oui. » Et là, concentre tes yeux vers le devant, vers la paume de ta main. Donne. La lactofermentation, là, Ouais. je veux dire, pour quelqu'un là, qui cuisine un peu, là, puis qui écoute Ricardo, là, est-ce que c'est plus compliqué que mettre une pizza pochette au micro-ondes? Ou, Ben, 1,5 % de sel. c'est ça la règle de titre? Comment on fait ça de la Grosso modo, là, C'est après quoi ça, de la il y a plein de lactofermentation? Ben, c'est d'utiliser des bactéries naturelles qui sont dans l'air, qui permettent d'acidifier naturellement. Donc, une fermentation lactique qui va assurer de conserver. Donc, à 1,5 % de sel, il y a plein de bactéries qui ne survivent pas. Donc, eux sont éliminés. Puis ensuite de ça, les bactéries lactiques, eux, vont vivre là-dedans, vont aciduler nos légumes, ce qu'on va avoir mis en lactofermentation, les fruits. Fait que dans le fond, c'est un peu comme mettre des trucs dans le vinaigre, sauf que là, le vinaigre se fait de façon naturelle. Mais vas-tu tomber malade? Non, ça devrait pas. Puis souvent, quand tu as manqué une lactofermentation, tu n'as pas envie d'y goûter. OK, ça pue. Ça pue. Ça, habituellement, mais puis si tu suis certains trucs, puis tu vérifies comment le faire. L'important, c'est de ne pas avoir d'air durant la fermentation. OK. Respecter ça. Puis après ça... Comment tu fais pour doser ton pourcentage de sel? Une balance avec... OK. Donc, tu pèses Tu pèses les ingrédients? Tu pèses tes ingrédients, tu mets fois 1,5 fois 0,5
0,015. Tu mets le couvercle là-dessus. Tu mets le couvercle là-dessus, il va se créer du jus. Si tu n'as pas assez de liquide dedans pour bien recouvrir dans ta jarre, dans un sac sous vide aussi, que ça se fait, à ce moment-là, tu te fais une saumure. Tu mélanges de l'eau, tu rajoutes 1,5 % de sel, puis ça te fait le même mélange que tu rajoutes dedans pour rajouter de l'eau puis bien recouvrir. Puis, tantôt, on parlait de viande. Oui. Ça devient un peu plus compliqué, un peu plus dangereux, ou il y a quand même des solutions possibles pour amener ça le plus longtemps possible? Là? Je dirais que la congélation va être intéressante. On peut parler au séchage aussi. Il y a certaines viandes qu'on pourrait bien sécher, les fameux jerky ou différents trucs comme ça. Oui, on peut avoir de la fermentation dans de la viande, mais là, c'est touché. OK, on est à un autre niveau. Je pense qu'on arrive à un autre niveau, puis consommons-le rapidement. Si on sait qu'on va pas le manger dans un horizon de plus de 2 repas, peut-être le congeler, ça va éviter de jeter rapidement. Donc, c'est des aliments qui peuvent valoir la peine d'aller acheter 2-3 fois par semaine au lieu de l'acheter pour la semaine au complet. Puis si notre ruralité ne nous permet pas d'aller à l'épicerie à tous les jours ou d'aller au marché à tous les jours, à ce moment-là, on utilise le congélateur. Puis même si c'est gelé 2 jours, il n'y a pas vraiment de différence qui va se faire. Tu as parlé de retaille tantôt. Une des épiphanies culinaires que j'ai eues dans ma vie, c'était un sac de chips, mais c'était des retailles de pelures de patates. Oh my God! Là, on a vraiment quelque chose de spécial, d'intéressant. Chose que j'ai refait par la suite. Encore une fois, parce qu'on peut le faire à la maison. Là, ouais. C'est assez simple au final. Et c'est incroyablement sous-exploité, là, les pelures. As-tu des recettes intéressantes de retaille ou as-tu quelque chose qui te vient en tête qui... Une technique qui est super efficace, c'est le sac Ziploc de retaille qu'on garde au congélateur. À ce point-là, wow, OK. On se garde un sac, puis quand on lave nos légumes avant de les éplucher, puis on va pouvoir utiliser à ce moment-là les retailles. On envoie à l'intérieur, au fur et à mesure, on envoie nos pleurs, on peut mettre les pleurs d'oignons, tous les petits bouts, les racines de poireaux, les racines d'oignons, on peut les épluchures de carottes, tout. On envoie ça dans le sac, puis à un moment donné, quand le sac est plein, on se fait un beau bouillon avec ça. Puis là, on peut jouer. On peut avoir notre bouillon qui va nous permettre de pouvoir faire des potages, pocher des légumes, pocher des poissons, des viandes. Ou sinon, on rajoute un petit peu de miel. On peut mettre un petit peu de soya, puis on le laisse réduire jusqu'à temps qu'on ait quelque chose de sirupeux. Okay. Là, ça nous fait une glace de légumes, qui va aromatiser extrêmement bien. Un sauté de légumes, on va en mettre un petit peu. On va remplacer une sauce à la viande avec ça. Puis on peut faire la même chose quand on fait de la viande. On met nos os à l'intérieur, on met les tendons qu'on ne veut pas utiliser, les parties moins bonnes. Il nous reste un peu un restant de viande qu'on sait qu'on ne consommera pas. On peut l'envoyer là-dedans puis refaire un bouillon après ça. Avec ça, c'est une bonne façon de conserver. Je trouve assez drôle, en effet, parce que on va prendre tous nos légumes, puis là, visiblement, on va râper les légumes, puis on va les jeter, puis on va aller s'acheter du bouillon de légumes pour faire notre soupe, alors que... Puis c'est encore plus impressionnant quand on va prendre des poissons et des fruits de mer. Okay. Si on prend le crabe, on sait que c'est quand même dispendieux, mais 40 % c'est de la carapace. Mm-hmm. Si on ne fait rien avec le 40 % de l'aliment, c'est sûr que c'est extrêmement dispendieux. Ben oui. La crevette nordique en écaille, qui est si délicieuse qu'on mange comme ça, on utilise la tête pour faire un bouillon. On sèche le reste des carapaces, on le broie au moulin à café, et là, on a un assaisonnement à fruits de mer avec toutes les carapaces qui sont en fine poudre. On prend un petit radis, on rajoute cette poudre-là, puis vous avez fait le plat le plus fantastique avec vos invités, avec des déchets. Est-ce que la transmission du savoir, justement, ça fait partie des projets que vous pourriez avoir éventuellement, là, ou que vous avez même à l'heure actuelle avec votre groupe? Avec le collectif, la transmission de savoir se faisait surtout lors des cuisines collectives, donc jusqu'à la pandémie. Actuellement, on échange des fois entre nous, mais c'est pas une activité qu'on a actuellement. Bien sûr qu'on aimerait repartir les cuisines collectives,
Ces temps-ci, quand on fait distribution, il ne reste pas grand-chose. Donc on va oui, voir si éventuellement on en reçoit plus ou si on met un peu de côté pour refaire des cuisines collectives avec les personnes qui seraient partantes. Ça peut représenter quel volume? Qu'est-ce que vous recevez finalement dans un arrivage? On reçoit en moyenne entre 30 et 40 cartons de nourriture, à peu près cette taille-là. OK. Ouais, c'est des cartons de, je crois que j'ai compté 50 litres environ OK. par carton. Puis ça part assez rapidement. Oh oui, ça part très vite. Et les étudiants et étudiantes font la file des fois pendant 1 heure avant qu'on arrive pour être les premiers, puis essayer d'avoir les meilleures denrées. Parce qu'à la fin, il reste surtout du pain. Puis des baguettes ou du pain, pas souvent de très bonne qualité. Oui, mais ce que vous recevez là, comme denrée, là, c'est pas de la première qualité. Là. Disons, c'est pas super frais, puis des fois même c'est peut-être un peu pourri quand même. C'est sûr que tout a dépassé la date limite officielle. Ah, cette fameuse date limite officielle. Voilà, c'est ça. Alors, les légumes, par exemple, c'est sûr que des fois sont un peu, un poqués par-ci. On les mange pas tous, peut-être 2% peut-être qu'on mange pas. Là. Que finalement, le temps qui transite jusqu'ici, ils sont plus très frais. Ils sont plus... Non. Mais la majorité, c'est encore consommable et on reçoit pas juste des légumes. On reçoit, par exemple, des muffins ou des bagels du Tim Hortons qui, j'ai fait le test, sont encore bons plus d'1 mois après. Oui. On met au frigo, Oui. puis ça dure longtemps. Ouais. Même des pintes de lait aussi sont encore bonnes 2-3 semaines au moins après. Ben oui. Voilà, Donc la yogourts, date là, qu'on regarde tous là, pour savoir si c'est périmé, là, c'est quand même un grand mensonge, on s'entend. Là, je veux dire... C'est meilleur avant. Oui, c'est ça. pas C'est plus bon juste après, rappeler. là. C'est meilleur avant, mais ça peut être très, très bon longtemps après. Là. Mais c'est un enjeu, puis c'est probablement des trucs que le gouvernement devrait travailler aussi, à dire, s'il y a un meilleur avant ou il y a une date de péremption, puis il y a de l'éducation à faire autour de ça, mais ces dates-là devraient être un peu revues aussi pour justement éviter un déséquilibre ou qu'on jette de la nourriture quand il y en a un paquet de gens qui n'en ont pas accès. Ben oui. Je sais qu'il y avait certaines initiatives, je ne sais pas si ça existe encore, là, mais de gens qui allaient dans les bennes à ordures aussi, là, puis qui allaient récupérer... c'est assez effrayant le gaspillage qui se fait par des industries, puis évidemment, malheureusement... Je pense qu'il y a une plus grande... Les grandes surfaces sont de plus en plus sensibilisées, là, puis les gens qui vendent à repasser leurs invendus à des organismes. Moi, je me souviens, dans une autre vie, j'ai travaillé au marché Jean Talon à Montréal, puis à chaque fin de journée, il fallait jeter ce qu'on avait d'invendu. Puis j'étais allé voir le patron pour lui demander si on ne peut pas le donner à Moisson Montréal, puis j'avais eu une fin de non-recevoir, comme quoi, si on le donnait, il n'allait plus en vendre à Moisson Montréal. Donc, il y a comme une mentalité, on parle d'il y a 20 ans passés environ, mais là, présentement, on le voit, là, moi je le vois par chez nous à Trois-Pistoles, les épiceries donnent de plus en plus aux cuisines collectives. Il y a une sensibilisation qui s'est faite, mais mondialement, on en jette toujours plus pareil. Mais dans un cas comme dans l'autre, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé autour du gaspillage alimentaire, en sachant qu'au moins, il y a de l'espoir avec vous trois et qu'on s'en va vers un monde meilleur. Merci. Le gaspillage alimentaire. Quelle horreur! C'est un fléau aujourd'hui. Ça m'a donné le goût d'aller voir un peu qu'est-ce qui fait qu'on gaspille. Et souvent, c'est les flops alimentaires. Qu'est-ce qui est pas bon? Et ça m'a amené dans un beau confin de l'Internet. Je vais te montrer des images parce que ça vaut vraiment la peine. Dans les pires flops alimentaires qui ont été produits dans le monde. Alors, on a commencé avec un ketchup qui s'appelle le Green Sauce. Ça vient de Heinz, là, la marque de ketchup. C'est un ketchup vert. Je sais pas si tu te souviens du ketchup vert. Ben, je l'ai jamais eu. Ben, je veux dire, traditionnellement, au Québec, le ketchup vert, c'est quelque chose qui existe. Tu sais, on a vécu avec ça. Oui, mais on vit plus avec, là. Non, ben, peut-être pas comme ça, en fait. Non, là. mais le ketchup vert a existé. Ça a été un total flop. Puis le monde pensait que c'était de la reliche ou que c'était de la pâte à dents. Puis, parlant de pâte à dents, Oui. Colgate, que tu connais bien comme étant une bonne compagnie de pâte à dents, ont sorti une lasagne. Qui brossait les dents? Non, c'est juste une lasagne. Ils voulaient faire une lasagne, mais il n'y a personne qui va acheter de la lasagne Colgate. Tout le monde pense qu'il y a de la pâte à dents à l'intérieur. Comment on peut être assis dans une salle de réunion puis dire
On va faire une lasagne. On va étirer notre champ Ouais. de vision. On va essayer d'aller chercher des personnes qui mangent avant. En fait, je comprends un peu. Là, avant de se brosser les dents, tu manges. Ah fait oui. qu'on va faire de la lasagne congelée. OK, ça, c'est vraiment drôle. À un moment donné, les gens se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait vendre aux propriétaires de chats et de chiens? Tu sais, qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore réussi à... Ça, c'est un défi. C'est un défi parce que tout existe. Tout existe. Ben, on a décidé de faire de la boisson gazeuse pour chats et chiens. Mais c'est pas nécessairement une boisson gazeuse, c'est de l'eau gazeuse enrichie en vitamines, mais avec vraiment des saveurs pour les animaux. Donc, il y avait crispy beef et tangy fish. Fait que poisson dégueu, puis bœuf croustillant dans une bouteille. Oui. Ben, c'est ça. C'est les grandes compagnies là, internationales là, comme Coke et Pepsi. Oui. C'est la prochaine chose. C'est eux qui auraient dû reprendre à place juste de pour ça a pas marché. Thirsty Dog. C'est Ouais. juste pour ça que ça n'a pas fonctionné. Le défaut fatal, c'était que ça n'a pas vraiment fonctionné. Là. Puis les fabricants ont oublié que les animaux, ben, ça leur dérange pas vraiment de prendre de l'eau normale, de prendre de l'eau qui goûte le faux bœuf. C'est pas... ils s'en foutaient comme l'an 40. Absolument. OK. Tu sais à quel point la nourriture, quand on est au cégep, c'est difficile. C'est pas facile de faire sa propre bouffe quand t'arrives la première fois que t'es plus chez tes parents, puis t'essaies de faire du macaroni au fromage. Tu vas dans le facile. Ben, il y a une compagnie qui a décidé, la compagnie, en fait, d'aliments pour bébés, Gerber, qui faisait des purées pour bébés. Gerbé en français. Gerbé, en français. Qui ont décidé que, hey, on va faire sauver du temps aux étudiants. On va leur offrir de la purée, mais pour étudiants. C'est de la purée pour bébé, mais pour les gens qui n'ont pas le temps de manger. Donc, ça a tous les nutriments. J'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Dis les titres de Cannes. OK, on a les légumes méditerranéens En purée. en purée. On a du bœuf bourguignon Du bœuf bourguignon. en purée. Et on a, bon, ça c'est une confiture, là, un délice au bleuet. Tu sais, entre deux cours au cégep, là, quand t'as une fringale, là, un petit bœuf bourguignon en purée, là. Juste parce que c'est plus rapide. Hey! C'est, de toute évidence, ça a été un petit peu... C'était pas vraiment cool. Ensuite, ça c'est un de mes préférés. Le dernier aujourd'hui qu'on a, c'est le Ready Bacon. C'est du bacon qui vient dans des tranches d'aluminium, comme des pop-tarts. Tu les enlèves, tu les mets dans un grille-pain. Mais... Puis ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait beaucoup trop de graisse de bacon qui se puis ça ramassait. prenait en feu. Mais ouais, un peu. Ben là, il y avait deux petites feuilles de papier De pâte. essuie-tout Ah, OK, qui de papier absorbaient, mais c'était pas suffisant. Fait que de toute évidence, ça a été un flop total. Hey, parce que je te jure que je me demandais c'était quoi le problème. Parce que, voyons, c'est la plus belle invention du Mais monde. non, mais ça pognait en feu dedans. non. En plus, la graisse de bacon se ramassait. Je sais pas si t'as déjà fait ça. Moi, j'ai un truc pour le monde à la maison. Là. Si vous voulez que votre beurre soit fondu sur votre toast, ça prend 3 secondes et demie, puis il est rendu frais quand elle sort. Là. Mais tu l'as fait, puis là, tu mets un peu de beurre dessus, puis tu le refous dans le grille-pain. Juste un petit peu. Mais moi, je me suis rendu compte, au début, c'était comme mon truc, puis c'était vraiment, vraiment bon. Puis là, à un moment donné, je me rendais compte que quand je lavais mon comptoir, je tassais mon grille-pain, il y avait full d'une substance visqueuse en dessous de mon grille-pain. Et ça a pris du temps avant que je me rende compte que c'était le beurre qui fondait. Ben puis oui, qui se ramassait en dessous. c'est ça. On salue l'Association des pompiers de l'Est du Québec. Ils sont jamais venus me voir. Mais ça, c'était mon secondaire. Puis c'était mon cégep à moi. Moi, à la place de prendre la purée, ben, c'était les toasts qui prenaient en feu dans mon grille-pain avec du beurre. Écoute, moi, j'étais pas assez riche, je me payais du beurre, là. Je sais pas de quel payais milieu du tu viens. champagne? Ah oui, c'est ça. Il fallait que je coupe pour le champagne. Oh là là.